Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va laisser celles et ceux qui sont en train encore de s'installer s'asseoir. Pour l'instant, on est presque à l'heure. Super. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense que tout le monde a une place, tout va bien. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir à l'Alcazar. C'était attendu, hein, ce rendez-vous était attendu. Très attendu d'une part parce que ce festival Allez savoir est formidable, voilà, et qu'il se poursuit encore aujourd'hui et demain, 6e édition. Et puis parce que nos invités au féminin, nos intervenantes, sont absolument brillantes et je suis très honorée d'être bien accompagnée ce soir avec vous et de vous présenter, d'essayer en tout cas de modérer, d'animer cette table ronde rencontre à leur côté et au vôtre. Et j'en profite pour remercier le festival de sa confiance renouvelée pour ça. Alors la tâche n'est pas facile, elle est exigeante, comme l'ensemble de la programmation de ce festival d'ailleurs, de la pensée, comme l'exigence de la littérature, de l'écriture et des sciences sociales. Il faut du temps et des efforts pour écrire, et écrire qui plus est sur un sujet aussi important que le secret de famille. Nous avons 1h30, c'est un défi, pour essayer d'aborder ensemble quelques questions que vous vous posez, que nous nous posons, grâce à nos invités. Et je vous rappelle donc le postulat, vous le connaissez évidemment, le secret de famille, écrire pour rompre le silence, sans point d'interrogation. C'est donc un postulat. Écrire, oui, pour rompre le silence. Alors avant toute chose, j'aimerais me permettre un petit détour de définition, parce que j'aime les mots, j'aime quand ils ont du sens, et je crois qu'il faut urgemment leur redonner le sens, l'essence, et l'essence au pluriel, qu'ils exigent. Et pour ça, là aussi, il faut du temps, de la discussion, de l'échange, des efforts et de l'exigence. Quand on parle de famille, vous le voyez, dans ce sujet qui nous est proposé à discuter ensemble aujourd'hui, famille est au singulier, tout comme secret, d'ailleurs, ce sera peut-être une piste de question. Et pourtant, des secrets de famille, nous en avons tous et toutes, probablement. Rompre le silence, dans ce terme-là, il y a une question de rupture, bien sûr. Rompre, c'est briser, casser quelque chose, donc peut-être ensuite réparer ou ouvrir d'autres brèches. Donc ça aussi, on va questionner ce mot ensemble. Et une rupture, nécessairement, entraîne aussi des tensions et des réparations. Alors quand je me suis penchée sur la préparation de cette table ronde absolument passionnante, et je suis ravie qu'on la partage ensemble, je me suis dit, mais il y a tant de livres, de podcasts, de musique qui parlent de famille, ça a toujours été le cas, autant dans la littérature que les sciences sociales et les arts en général, mais particulièrement cette rentrée littéraire, cinéma, musicale, les familles, la famille et le secret, ou les secrets de famille, sont partout. Comme je suis d'une nature plutôt curieuse et enthousiaste, je me suis dit, mais tiens, il faudrait mettre des extraits sonores, des extraits de chansons, et puis évidemment on n'a pas le temps, parce que le temps il sera consacré à nous inviter et à transmettre, à dire et à poser des questions. J'en profite pour vous dire dès maintenant que le temps d'échange avec vous sera long, on a choisi qu'il le soit, et qu'il dure une bonne demi-heure. Donc voilà, ce sera à la fin d'un temps d'échange avec nos invités. Nos invités que je vous présente très rapidement, je vais commencer par Adèle Lyon qui est avec nous, et pour ce premier roman que vous avez peut-être lu ou pas, nous allons spolier ce soir, je vous le dis tout de suite. Voilà, dommage, on l'a décidé ensemble. Ça ne nous empêche pas de lire les bouquins, bien évidemment. Mon vrai nom est Elisabeth. Adèle qui est avec nous pour parler de cet ouvrage, mais Adèle, vous en parlez beaucoup depuis des mois, donc merci d'être ici à l'Alcazar, au festival Allez savoir. Clotilde Salalès qui est avec nous également, j'aime bien montrer les bouquins, excusez-moi, mon côté boomer, Nos insomnies, voilà, qui est là, qui est aussi un premier roman d'ailleurs, Clotilde, et Irène Théry qui est avec nous, qui a écrit énormément d'ouvrages et qui va nous apporter son éclairage de sciences sociales et de sociologue de la famille, du droit de la famille, et j'en passe. Merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous, et merci à vous d'être présents et présentes ce soir. Peut-être la première question, avant de faire du lien, bien sûr, entre nous, entre les secrets de famille, entre les silences, les paroles, les réparations et les tensions, la littérature et les sciences sociales. J'ai une question que j'aimerais vous poser à chacune.
et vous donnez le temps de la réponse, qui peut être aussi une chanson de Ben Mazué d'ailleurs. J'écris. Pourquoi j'écris ? Pourquoi j'écris sur le secret de famille ? Pourquoi je décide de rompre le secret de famille ? Pourquoi on écrit aussi sur les secrets de famille ? Et ça, c'est plutôt Irène qui répondra à cette question. Je laisse celle qui le décide prendre le micro et prendre la première réponse. J'adore, on est poli. Non ? Allez, Adèle. Bonsoir. Effectivement, merci d'être si nombreuses pour parler de ces questions de secrets de famille qui semblent très d'actualité, comme on le voit à cette rentrée. Mais je retrouvais un article de la rentrée littéraire dans laquelle nos 2 livres sont sortis en janvier et février, et c'était aussi le cas en fait. Donc c'est la thématique de l'année, semble-t-il, et peut-être même de cette dernière décennie. Sur cette question de l'écriture et du secret de famille, pour moi, c'est assez marqué et assez visible dans mon travail d'enquête. Parce que au départ, donc j'avais 2 voies différentes qui étaient d'un côté ma thèse, et une thèse pour moi en tout cas était un document écrit, donc j'avais une écriture de recherche sur des sujets complètement autres, et par ailleurs j'avais cette enquête sur Elisabeth, mon arrière-grand-mère, sur son parcours psychiatrique, pour laquelle je documentais par l'écriture, mais j'avais absolument pas réfléchi à est-ce que j'en ferais un objet écrit ou pas, donc c'était simplement noter des codes, noter des informations, les recouper, etc., etc. Et je sais précisément, je peux dater en fait le moment où j'ai décidé que ce serait un livre, et je peux le dater pour la simple et bonne raison que c'est par l'événement qui commence le livre, et qui est donc mon livre est une enquête sur le parcours psychiatrique de cette arrière-grand-mère qui a été diagnostiquée schizophrène et dont le fantôme régnait sur les femmes de la famille, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'apprends plus tard, dont le fantôme régnait sur moi au début quand ça commence, c'est-à-dire que j'avais peur à mon tour d'être atteinte de cette maladie parce que cette arrière-grand-mère l'était, et qu'on évoquait son nom, ce surnom de Betsy, dans toutes les situations qui pouvaient prêter à confusion, disons, de mon évolution, de mon adolescence. J'avais commencé mon enquête, etc. Et je pensais encore que c'était une question isolée, une question qui ne concernait que moi. En janvier, j'ai commencé en décembre 2020. En janvier 2023, un de mes grands-oncles, qui est donc un des enfants d'Elisabeth, se suicide en sautant de la fenêtre du 7e étage d'un appartement qu'il a loué, de manière extrêmement brutale, et il laisse une note derrière lui, dans laquelle il mentionne le fait de ne pas vouloir vieillir dans un certain état, et rien d'autre. C'est-à-dire, il a vendu sa maison, il a vendu tous ses meubles, il s'est débarrassé de tous ses livres, de tous ses habits, et il ne laisse que 5 livres et une photo d'identité de sa mère, Betsy. Elisabeth, mon arrière-grand-mère. Et en fait, ce moment-là, c'est précisément la bascule entre c'est mon problème à c'est un problème de toute notre famille. Et ensuite, il manquait plus qu'un degré, qu'un cran qui est aussi très important, qui est c'est un problème collectif. Et ce cran-là, en fait, je le passe dans les semaines qui ont suivi ce suicide, parce que je commence à parler de cette histoire. Tout d'un coup, ça me paraît tellement énorme et incroyable ce qui se passe dans cette famille que je commence à en faire part autour de moi. Et que là, principalement les femmes à qui j'en parle, me disent « mais c'est dingue ce que tu me dis, parce que moi aussi, j'ai toujours eu peur d'être folle, parce que ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, etc. » Et là, en fait, je comprends, et j'ai vraiment cette espèce de phénomène de dévoilement qui peut se passer, par exemple, avec l'inceste, c'est très souvent décrit, enfin, c'est tout le temps, en fait, décrit de la même manière, c'est mon problème personnel et intime est en fait un problème collectif. Et voilà, c'est ça qui marque c'est le déclencheur de j'écris, en tout cas. Il y a une archive aussi, la question des archives, on y reviendra, hein, parce qu'on parle de lettres, là, on parle de photos. Simplement, Adèle, j'aimerais qu'on revienne sur la question du suicide, parce que vous dites, votre ouvrage, effectivement, commence par un suicide. Le vôtre, Clotilde, se termine. Ce mot n'est jamais nommé dans votre livre, tout comme le mot dépression. Oui, tout à fait. Alors, merci pour l'invitation. Je suis ravie qu'on ait un dialogue qui mélange sociologie et littérature sur ce sujet. Je pense que c'est absolument passionnant. Et donc moi, mon texte, Nos Insomnies, je l'ai écrit. Donc c'est un texte, c'est un roman, mais qui se base sur une expérience autobiographique. Et ce que j'ai cherché à faire, donc le texte est divisé plus ou moins en 2 ou 3 parties. Et dans la première partie, j'ai voulu en fait retrouver le regard d'enfant que je portais sur mon père qui était dépressif. Donc si on peut parler de secret, j'imagine que le secret serait en fait la dépression
peut-être ses causes, mais bien sûr, en tant qu'enfant, moi, j'avais pas le mot de dépression, et de toute façon, mon père cachait son état dépressif auprès de son entourage. Mais donc, moi, ce qui m'intéressait dans ma démarche littéraire, c'était de restituer l'atmosphère de secret, l'atmosphère de non-dit, et ce qu'on appelle en psychologie les suintements du secret. Qu'est-ce qui fait que quand il y a un secret ou des non-dits dans une famille, surtout en tant qu'enfant, on le sent, on le voit, il y a des paroles, des intonations, des attitudes. Chaque geste, en fait, est décrypté, et on se trouve dans une position où nos capacités d'imagination sont aussi décuplées, en fait, parce qu'on interprète tout. Et donc, je voulais vraiment, en fait, grâce à la littérature, restituer ça, parce que c'est assez difficile, je trouve, quand on a vécu ce genre d'expérience, d'en parler à travers un autre langage. Et j'étais pas satisfaite de ce que je pouvais lire en sciences humaines, ou enfin, donc voilà. Et on y reviendra sur le langage, parce qu'effectivement, dans vos deux ouvrages, il n'est pas le même, c'est chacune le vôtre, mais pour parler des sensations, on a les mots sensations, plutôt enquête aussi, vous l'avez dit d'ailleurs, Adèle, archives, tout ça commence à naître dans nos discussions, mais on va y revenir sur comment l'écrire, et ça, c'est plutôt une question littéraire, comment donner sa propre voix et donner sa voix à d'autres qui pourront ensuite en parler. Et là, on est sur peut-être la réparation et donner la parole et réparer collectivement. Vous l'avez dit aussi, Adèle et Clotilde. Peut-être juste répondre à cette question, pourquoi j'écris et à quel moment je décide d'écrire Nos insomnies, je étant un autre, comme dirait l'autre, mais à quel moment vous décidez d'écrire? Alors, au moment où j'ai décidé d'écrire, c'est très difficile à dire, car je n'ai pas décidé d'écrire ce texte. J'écrivais un autre texte purement fictionnel, et c'est juste que j'avais un personnage auquel j'ai commencé à prêter en fait des bribes, enfin des chapitres qui étaient des bribes d'enfance, et assez vite j'ai vu qu'il y avait un nœud autobiographique qui sortait de ces bribes, et que j'avais quelque chose à creuser, à explorer, mais je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à commencer à écrire à partir d'une décision franche et affirmée. Ça m'aurait trop fait peur, je pense. C'est là que l'écriture vient à nous oui, oblige, quelque part, les obsessions restent là, et donc oui. Peut-être qu'Irène Théry, vous pourriez justement déjà décrypter ce qu'on vient d'entendre, ou donner votre regard, et avant ça, vous avez écrit aussi pour rompre un silence. Oui, j'ai écrit aussi un livre, en effet. Donc, moi, j'ai commencé à travailler comme sociologue sur le secret il y a 25 ans, en travaillant à une très grande enquête qui s'appelait « Silence, secret et confidence dans les relations entre les personnes séropositives et leurs proches ». Je en dirais juste un mot, c'est que quand nous avons commencé cette enquête, les gens nous disaient « Mais vous n'allez pas pouvoir interroger des gens qui sont dans le secret, ils ne vont pas vous parler ». Et nous avons découvert que dans le cadre qui est particulier, qui est celui d'un entretien en sciences sociales, des personnes qui effectivement étaient enfermées dans un secret total à l'égard de tous leurs proches, non seulement pouvaient parler à quelqu'un qui avait la position du ou de la sociologue, et dans ce cadre particulier, mais pouvaient être intarissables sur la question de leur secret. Ça, c'est la première chose qu'on a apprise. Et puis la deuxième, c'est qu'en fait, rompre un secret, faire une confidence, ça n'est pas donner une information. C'est en fait établir un lien avec une personne. Et c'est cette dimension relationnelle du secret, c'est par exemple se constituer au moment du début du sida des alliés capables de vous accompagner dans un cheminement qui va être celui de la maladie, etc. Et il y a plusieurs stratégies. Donc moi je travaillais, si vous voulez, en tant que sociologue sur le secret. Puis cette question s'est continuée de façon beaucoup plus collective. Et je ne sais pas où est Agnès Martial. Bonjour Agnès, je voulais vraiment la citer parce que nous faisons partie de... Vous pouvez relever la main Agnès, s'il vous plaît, pour que tout le monde vous regarde. Si, non mais c'est très bien. Mais parce aussi. Parce que nous avons fait partie de tout un réseau de chercheurs, à la fois anthropologues, sociologues, démographes, historiens, etc., qui travaillons sur les changements de la famille et de la parenté. Et ce qui est très frappant pour nous, c'est que lorsque nous prenons un peu de recul historique sur nos objets, nous voyons un nombre impressionnant de situations dans lesquelles la règle sociale a été pendant très longtemps le secret. C'est pas qu'on avait des secrets, c'est qu'il fallait maintenir le secret. Et nous vivons donc un renversement. Alors, quelques exemples. Bien sûr, on va penser, j'y reviendrai tout à l'heure, à des secrets sur des crimes comme des incestes, mais des secrets aussi sur des sujets qui ne nous paraissent pas spécifiquement problématiques ou sur lesquels, aujourd'hui, nous pensons que c'est plus le secret qu'autre chose qui a fait du mal. Le secret autour de la conception de l'enfant,
si l'enfant, les parents n'étaient pas mariés, les secrets autour des jeunes filles qui étaient enceintes sans être mariées et qui allaient accoucher dans des instituts religieux, par exemple, etc. Et on ne disait pas que l'enfant était né de cette façon. Quelquefois, des mères qui prenaient la maternité de l'enfant de leur fille pour cacher qu'elle avait été enceinte hors mariage. Les secrets sur lesquels Agnès a beaucoup travaillé, autour de l'adoption. Les enfants à qui on ne disait pas qu'ils avaient été adoptés. Puis ensuite, les enfants à qui on disait qu'ils avaient été adoptés, mais qui n'avaient pas accès à leur histoire, à leur origine. Plus récemment, le secret autour de la question de la procréation médicalement assistée, le recours à des donneurs ou à des donneuses de gamètes. Encore aujourd'hui, l'immense majorité des personnes qui ont été conçues avec l'aide d'un tiers donneur ou donneuse, on estime à peu près 80-100 000, ne le savent pas. Et leurs parents sont enfermés, malgré eux, dans un secret que peut-être ils voudraient bien rompre, mais c'est difficile de rompre un secret après tant d'années quand le secret est aussi un mensonge. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un non-dit ou un silence, mais il a été fait pour faire passer, par exemple, un père stérile pour le géniteur de l'enfant. Vous voyez, donc, notre question collective était comment comprendre ce changement dans les règles sociales du bien et du mal, de l'honorable. Pourquoi aujourd'hui nous pensons que finalement maintenir du secret, c'est toujours faire du mal à des personnes, ça n'arrange rien, c'est mauvais, et que la règle devrait être de lever les secrets. Et puis, dernier point, j'ai plus récemment, à ma grande surprise, moi-même révélé un secret. C'est sur et alors là, moi je suis littéraire de formation, mais j'ai jamais pensé que j'étais capable d'écrire un roman, je vous le dis. Mais j'ai dû faire l'expérience d'écrire 10 pages littéraires. 10 pages, pas plus. C'était le maximum que je pouvais faire. Mais il n'y avait pas d'autre façon de faire pour raconter l'agression sexuelle que j'ai subie à l'âge de 8 ans. Et je l'ai fait parce que j'étais obligée. Parce que Laura Adler, une fois à la radio en direct, a dit « Et qu'est-ce qui vous est arrivé, Irène Théry, quand vous aviez 8 ans ?» Moi, je n'avais pas du tout envie de raconter. Non, on comprend. Voilà. Et donc voilà comment les questions individuelles, et on en reparlera après, les questions sociétales, on peut les attraper par différents bouts. Vous, à partir d'une expérience individuelle sur laquelle vous enquêtez et qui vous amène à publier, je pense, parce que vous pensez que ça ne concerne pas que vous, mais ça nous concerne tous. Et moi qui suis plutôt quelqu'un qui travaille à ne pas parler de soi, à parler d'un discours général, et qui suis amené dans la même période pour dire certaines choses qui n'ont pas encore de récit social, à témoigner en première personne. Voilà. Merci Irène pour cet éclairage-là qui me permet de revenir aussi sur... alors évidemment, le secret de famille, on en a évoqué quelques-uns, l'inceste, le tabou, la folie, le suicide, la dépression. On pourrait passer des heures à essayer de les évoquer avec plus ou moins de gravité. Vous avez parlé de crime aussi, c'est pas pareil, de révéler un crime dans une famille, de révéler un délit, de révéler un... Bref, ça c'est effectivement important de le souligner. Je voudrais simplement qu'on revienne sur les figures que vous mettez en avant, au fond, toutes les deux, Adèle et Clotilde, la figure du père, pour vous, la figure du père, c'est pas trop absent, présent, dépressif. Alors j'aime beaucoup le moment où vous décrivez ce moment où vous êtes dans la voiture, vous êtes avec des jumeaux, il s'avère que vous n'avez pas de frères jumeaux. Enfin, il y a aussi beaucoup ce récit fictionnel que vous ajoutez à votre propre réalité, et d'un père qui est nommé tout le long et qui, au fond, n'existe pas, mais existe aussi. Ça, c'est la figure paternelle. Je reviendrai à la figure de votre arrière-grand-mère, Adèle, et toutes les femmes de votre famille, et les femmes aussi qui, aujourd'hui, viennent vous voir probablement pour vous dire merci, bravo, et merci de nous permettre de parler de ce sujet-là. Ce père-là, qui, aujourd'hui, voilà, qui il est grâce à nos insomnies. Clotilde. En fait, j'ai vraiment écrit, moi, le fil directeur au début du texte, c'était vraiment d'essayer de restituer cette présence-absence, parce que c'est quelque chose qui me restait toujours maintenant. En étant très précise, les sensations, vous parliez, une description très précise de tout ce que vous voyez, ressentez, comme si vous étiez à hauteur d'enfant. Ouais. Dans votre... je suis vraiment partie d'une surprise que j'ai eue, c'est quand j'ai su, quand j'ai compris, à l'âge où je pouvais comprendre que mon père avait été dépressif, je n'étais pas du tout surprise.
Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, c'est parce que je voyais vraiment ces signes, mais sans avoir le vocabulaire de la dépression. Et c'était vraiment ce côté, cette présence très fantomatique, en fait, très mystérieuse, très fantomatique. Et j'ai tenu à la garder tout au long du texte, c'est-à-dire que le texte laisse entendre quand même que le père est animé par un mal-être, mais il n'y a absolument aucun détail sur les circonstances de son mal-être, sur le type de dépression, sur les causes. J'ai vraiment tenu à ne donner aucun élément. On ne peut pas reconnaître, en fait, il y a des périphrases, des mots en italique qui sont intéressants. C'est plutôt les signes, en fait. C'est j'ai écrit ce texte donc à partir de cette narratrice qui est très attentive aux signes, à la façon dont son père occupe l'espace, aux paroles qu'il échange avec la mère, avec son entourage, et elle entend des mots qui reviennent. Et elle voit que son père se focalise sur des choses qui ne semblent pas si importantes. Vous pouvez en donner quelques-uns Par exemple, il y a les bruits de travaux. Alors, il entend des bruits de travaux dans le quartier. Ouais. Voilà. Il y a les départementales, le bruit de la départementale. Il y a le lotissement d'à côté, car il y a un lotissement qui est en construction. C'est un texte qui se passe dans la grande couronne parisienne, dans un village en pleine périurbanisation, donc en pleine mutation territoriale. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'externalités négatives. Journée difficile. Journée difficile. Voilà. Mais donc, en fait, c'est ces signes qui montrent en fait le mal-être, le non-dit, parce que l'enfant réalise que ces mots ne veulent pas dire ce qu'ils semblent vouloir dire à première vue, parce qu'ils sont bien trop anodins, bien trop matériels, bien trop prosaïques. Et donc, elle cherche qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Et moi, je voulais vraiment interroger cette banalité du quotidien et en ne donnant pas en fait de véritables éléments sur le secret, quoi, la dépression du père. C'est aussi pour moi une manière de faire confiance au pouvoir de la littérature, qui est de vraiment montrer la profondeur, l'universalité d'une expérience qui est particulière. Et je suis assez surprise dans les retours de lecteurs que j'ai eus. J'ai des personnes qui ont eu des configurations familiales très différentes, qui ont eu des parents avec des mal-être d'une nature extrêmement différente, mais qui ont quand même vu quelque chose de leur propre expérience dans le texte, je pense. Qui se sont retrouvés donc dans votre expérience. Dans cette atmosphère, cette ambiance, cette impression de jamais vraiment pouvoir comprendre ou mettre des mots sur les choses. Adèle, peut-être là aussi vous avez des choses à dire sur votre arrière-grand-mère, son nom, vous lui redonnez un nom, vous lui redonnez une place, vous redonnez une place à des femmes de votre famille et puis bien évidemment à d'autres. C'est ça aussi le pouvoir de la littérature et c'est ça qui est très beau et que vous vivez, je pense, depuis quelques mois très très fort. Il y a une question de réparation, non, aussi de donner la place à d'autres femmes qui ont eu peur d'être folles ou de le devenir ou de l'être par génétique, etc., etc. Peut-être réagir sur ce que vient de dire Clotilde aussi. Ouais, je reviens un peu en amont de votre question et peut-être plus en réaction. Ce qui est quand même surprenant dans nos deux livres, c'est que on part toutes les deux de cette espèce effectivement de présence-absence, d'une manière dont les événements s'échappent du langage et du quotidien, dont ils ne peuvent pas être nommés, mais on a par notre écriture la même réaction qui n'est pas de nommer en retour. Et ça, c'est quand même très curieux dans les deux cas. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le meilleur exemple, je pense, dans nos deux cas, dans votre livre, Clotilde, le mot on va devoir toutes se tutoyer, du coup, à partir de maintenant. Allez, allons-y. Dans ton livre, Clotilde, le mot de suicide, sauf erreur de ma part, n'apparaît jamais. Jamais. Dans mon livre, on m'a fait la remarque une fois et j'ai beaucoup réfléchi, le mot d'inceste n'est jamais employé. Et ça va au-delà du fait de nommer ou de pas nommer, c'est même relatif à la construction du livre. C'est-à-dire que si vous voulez saisir une identité fixe d'Elisabeth par mon livre, vous rêvez. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Si vous voulez saisir une identité fixe du père de cette narratrice dans Nos insomnies, ça n'arrive pas non plus. Et il y a quand même, et du coup, moi, ça m'interroge ça, en fait, cette manière de réagir à l'absence de dénomination par quelque chose qui n'est pas un enfermement en retour par la nomination. Et c'est particulièrement, dans mon enquête, ça a été particulièrement important comme décision d'écriture parce que peut-être à l'inverse ou différemment du père de la narratrice, Elisabeth est une femme qui a souffert des mots. C'est-à-dire que c'est une femme qui a souffert d'être étiquetée schizophrène, d'être étiquetée folle, d'être étiquetée en fait, de manière générale. Et une entreprise de l'écriture pour moi, et c'est peut-être là qu'on touche à la réparation, c'était de la libérer des mots, et non pas de lui en poser d'autres sur le dos, en fait, de pouvoir la libérer des mots. Peut-être, je vous sentais, Irène, réagir là-dessus, sur la question de nommer. Alors là, la sociologue peut nous aider peut-être à faire des ponts. Il y a deux choses différentes qu'on peut facilement distinguer. Vous voulez rendre compte de ce que c'est qu'une situation familiale dans laquelle il y a du secret, du non-dit, du silence. Et donc,
pouvoir rendre compte de cette situation, vous ne rompez pas, vous n'êtes pas en recherche de dénoncer, de mettre un mot, justement. Mais dans les débats contemporains, quelquefois, justement, toute la quête va être pour des personnes qui ne sont pas en train de décrire et d'être les romanciers d'eux-mêmes, mais veulent agir sur la situation, c'est arriver à mettre un mot sur ce qui n'avait pas de mots. Hein, et donc, sur la question des secrets transgénérationnels, bien avant les sociologues, c'est les psychologues, c'est les psychanalystes, c'est Serge Tisseron, c'est d'autres qui ont travaillé sur la façon dont des secrets transgénérationnels suintent de partout dans les familles, parce que justement, ils font partie du mode de lien. Ce rapport entre on sait mais on ne sait pas, tout le monde le sait mais personne ne le dit, etc. Ça fait partie c'est ce qui explique d'ailleurs que des secrets puissent se transférer d'une génération à l'autre, à chaque fois en affectant gravement les suivants. Et donc c'est important dans celui, j'imagine, qui est dans son colloque avec son psychanalyste, de pouvoir mettre un mot à un moment. Oui, non, mais justement, pour moi, c'est paradoxal de ne pas en mettre. Oui, d'ailleurs, la lectrice dont je parle, cette histoire d'inceste dans mon livre, c'est une lectrice un jour, à la fin d'une rencontre, qui me dit « Mais enfin, il n'y a pas le mot d'inceste dans votre livre, vous vous rendez compte si même dans des livres comme ça, il n'y a pas le mot d'incest ?» Voilà. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous lui répondez à ce moment-là? C'est vous réalisez, en fait. Parce que c'est pas le même objet. Vous cherchez pas... Vous cherchez à partager avec nous ce que c'est que la situation même qu'elle a vécue, qu'ont vécu, j'imagine, je l'ai lu comme ça, moi, ses enfants, ses petits-enfants, ce n'est pas vous n'essayez pas de vous libérer par un mot. Clotilde, peut-être vous voulez rajouter quelque chose? Là, je ne parle pas de mon texte, mais dans les textes que j'ai pu lire, où il y a notamment des questions d'inceste, et le mot d'inceste n'est pas mentionné, moi, ma réaction de lectrice, c'est de me dire, en fait, on arrive à un stade où les mots sont insuffisants pour décrire ces expériences limites. On arrive à un stade où le langage, tel qu'il existe, est insuffisant. Et en fait, mettre un mot, ça serait trahir le caractère extrêmement, en fait... indicible de l'expérience. Et en même temps, vous êtes d'accord que dans certaines circonstances, mettre un mot, c'est tout l'enjeu. Hein. Quand Gisèle Pellicot accepte de lever le huis clos et que pour que la honte change de camp, etc., et pour qu'on puisse nommer les choses, et que quand il s'agit de nommer les choses, ce qu'ils disent, les 50 co-accusés, ou la plupart d'entre eux, c'est « c'était pas du viol, ça ?» Non, j'ai pas fait attention à son consentement, le mari était d'accord. Vous voyez, arriver à faire entendre un mot était tout l'enjeu de ce procès. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux, ces différentes approches, en fait, de cette situation nouvelle dans laquelle nous sommes, où nous sentons bien que nous sommes héritiers d'une longue histoire dans laquelle il y a eu beaucoup de silences, de secrets, de non-dits, qui ont été considérés comme nécessaire, je dirais, à la perpétuation de l'honorabilité de la famille. C'est ça quand même souvent. Hein. C'est l'honneur du nom. Le paradoxe, c'était que les personnes qui en étaient victimes participaient aussi de ça et intériorisaient cela. Hein. Pensons à la sortie du placard des couples de même sexe ou des gays et des lesbiennes. Et aujourd'hui, la sortie du placard des personnes trans. Dieu sait qu'elles en prennent plein la figure en ce moment. Donc, il y a un moment quelque chose qui est... Il faut effectivement mettre un nom sur les choses. C'est pas contradictoire. Absolument pas. Et c'est précisément la richesse de cette rencontre entre les sciences sociales et deux autrices et des premiers romans. Vous venez en plus d'univers très différents, toutes les deux aussi pas si différents que ça. Mais peut-être revenir aussi sur la question de comment on écrit le secret de famille et qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur même de la famille. Parce que ça, je trouve ça très intéressant aussi. C'est un sujet qui peut aussi... Pardon, je vous tourne le dos, mais vraiment, le cœur est là. Mais elle est là aussi. Si vous voulez, je suis désolée. Je vais un petit peu faire comme ça. Voilà. J'avais pas remarqué. Pardon. Quand on écrit un ouvrage, ce qui est quand même pas la même chose que d'écrire une lettre à l'intérieur de sa propre famille.
pour briser un secret, ce qui est aussi par ailleurs qui peut être fondamental. Quand on écrit un bouquin, donc on va être lu par des inconnus, on va être lu par des connus, des membres de notre propre famille. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi. Quand vous avez rompu ces secrets-là, ces silences, en tout cas, en nommant ou pas, et à votre manière d'autrice, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose à l'intérieur de vos familles? Peut-être Clotilde et ensuite Adèle? Alors dans mon cas, je donne vraiment pas. En fait, mon livre ne dévoile pas de secret parce que moi, il raconte à votre famille en tout cas. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais donc dans la famille, il ne dévoile pas de secret, si ce n'est peut-être l'état dépressif que certaines personnes n'ont pas. Et le poids qu'il y a eu sur vous en tant qu'enfant. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est un secret? C'est là que je trouve peut-être, mais c'est là que le mot est extrêmement polysémique et très versatile. Globalement, en fait, les personnes qui ne voulaient pas parler de mon père ne veulent toujours pas en parler. Et celles qui voulaient en parler. Vous ne voulez pas parler de votre père, de sa dépression, de son suicide, de tout ça à la fois? Oui. En fait, c'est extrêmement. Alors, c'est passé à la fin des années 90, dans un milieu, classe moyenne, mais je pense que c'est général à toute la France. Le suicide est extrêmement tabou. Je pense que ça l'est toujours aujourd'hui. Peut-être que la dépression l'est moins aujourd'hui. Ça doit dépendre aussi des milieux sociaux, de beaucoup de choses. Mais le suicide, en tout cas, c'était un tabou immense. Peut-être que là, je vous coupe, mais le suicide est tabou, ça vous fait réagir en tant que sociologue, évidemment. Ça fait réagir sur le fait que, quand il y a eu le début de MeToo, par exemple, il y a eu tout de suite une réaction hostile. Dès le début, j'ai été frappée de ça. Sur le thème, d'abord, préservation de la présomption d'innocence. Alors, c'est le tribunal, ça y est, c'est la curée, etc. Mais il y avait aussi l'idée que les femmes, les personnes qui dénonçaient se lâchent en quelque sorte. Or, moi, si j'ai écrit concernant mon cas, c'est parce que j'en ai ressenti un devoir moral. J'avais pas besoin de me lâcher sur quoi que ce soit. Je veux dire, à part peut-être sur une certaine idée de mon identité professionnelle qui fait que, justement, on ne s'expose pas personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui, aujourd'hui, dévoilent des choses, le font parce qu'elles pensent qu'elles le doivent. Alors, ça peut être des choses qui concernent d'autres, mais ça peut être des choses qui les concernent elles-mêmes. Tout l'immense mouvement de sortie du placard de l'homosexualité n'a pas été un mouvement facile, loin de là, mais il était animé par l'idée « je le dois, je me le dois ». Ça s'appelle d'ailleurs une règle morale d'authenticité. Hein. Il y a des philosophes qui ont travaillé là-dessus, qui est une règle morale nouvelle. Autrefois, justement, ça ne faisait pas partie disons, des règles collectives, l'idée qu'on se doit à soi-même de ne pas tricher avec son identité narrative. Qui suis-je ? Y avait Pour revenir sur le suicide, voilà. Irène, le suicide est encore tabou. Non, mais parce que je voulais oui, mais c'est important là-dessus. Bon. Et donc, il y a l'idée qu'on doit le faire. On doit le faire. Est-ce que du coup, le fait vous avez eu besoin de le faire, Clotilde, vous avez dû le faire, et donc pour revenir à ma question première, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille après cette... Ça n'a fait que confirmer des dynamiques qui étaient déjà là. C'est tout. Donc la honte aussi vis-à-vis oui, alors la honte c'est particulier parce que moi, dans mon cas, en fait, mon personnel, ma mère était tout à fait ouverte au fait de parler du suicide et la honte est plutôt sociale. Et ce qui est intéressant, ce que j'essaie de traduire dans le livre, c'était que je les sentais enfants. Un enfant sent la honte sociale à travers ses amis à l'école, à travers les instituteurs. Et c'était vraiment ce paramètre-là que je voulais mettre en exergue, moi, dans le texte. Les membres de votre famille qui parlaient de la dépression de votre père et du suicide, en fait, continuaient à en parler. Et ceux qui n'en parlaient pas, qui sont majoritaires, n'en parlent toujours pas. Et je crois que votre maman est dans la mère est la salle. D'ailleurs, vous me l'avez dit. Mais oui, mais en fait, je pense que là, je dis quelque chose d'assez, sans doute... banal, vraiment l'idée qu'on ne fait que confirmer des logiques déjà existantes au sein d'une famille. Après, je ne sais pas, peut-être que peut-être qu'Adèle voit les choses différemment dans cette trajectoire, cette enquête-là.
Je vois ce que tu veux dire, mais je peux y revenir après. En tout cas, c'est sûr. Moi, je suis un corps, je porte les stigmates du secret de famille dans mon écriture. On peut dire que c'est un livre qui libère la parole, et sans doute il le fait par rapport au stade dont on part dans cette famille-là, mais c'est un livre dont toute la forme et le fait de ne pas prononcer certains mots qu'il aurait dû viser à prononcer, hein, tient au fait que je suis encore soumise à cette chape de plomb du silence dans la famille. Le fait de vouloir ménager certaines personnes, l'amour qui me lie aux membres de sa famille, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'amour, mais il y a l'amour est paradoxal dans ces situations, mais il existe. La tendresse, toutes ces choses-là font que l'attitude qui consisterait à juste balancer ce qu'on pense ou balancer ce qu'on sait, se lâcher, comme a dit Irène, effectivement, se lâcher est inimaginable dans la manière même dont l'écriture se profile à j'allais dire nous, mais à moi. Et donc, le fait de savoir... Aujourd'hui, tous les enfants d'Elisabeth, à part celui qui a sauté par la fenêtre, sont en vie. Le fait de savoir que tous ces enfants allaient lire ce livre, et même le fait d'en faire des destinataires directs et immédiats du livre. Sacrée responsabilité. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus que ça. C'est quelque chose que je ne peux pas ne pas intégrer à la manière dont le livre est écrit. Ce livre, quand je l'ai fini, je l'ai envoyé en même temps à des éditeurs, à mes directeurs de thèse et aux 5 enfants encore en vie d'Elisabeth. Donc c'est un regard qui est présent face à l'écriture tout du long. Et c'est la raison pour laquelle le mot inceste n'est pas prononcé dans le livre. C'est pas parce que ce n'est pas le même objet ou pas la même entreprise de ma part, c'est parce qu'ils sont là et parce que je suis encore prise dans ça, en fait. Et d'ailleurs, la réaction, pour en parler plus directement, des membres de ma famille là-dessus ne trompe pas. Et là, je reviens à ce que tu dis, il y a les choses qui ont toujours été sues. La responsabilité d'André dans la lobotomie, donc dans cette chirurgie psychiatrique terrible qu'elle a subie, en fait, tout le monde le sait. C'est-à-dire que mais ce n'est pas mesuré comme un crime, ou ce n'est pas mesuré comme quelque chose de dramatique. C'est parfois même mesuré comme... dans un contexte historique particulier. Ah non, mais c'est pire aussi, que ça. C'est même, il a essayé de lui rendre service, il a fait ce qu'il a pu. D'accord, c'est par amour, quoi. C'est quasiment par amour. Donc c'est su, mais en fait, c'est axiologiquement inversé. C'est-à-dire qu'on investit cet événement de valeurs morales qui sont inverses à ce que l'acte a été en réalité. Mais en revanche, ce que j'ai mesuré qui ne passait absolument pas, c'est l'attitude du père d'Elisabeth. C'est la question de l'inceste, précisément. Et ça ne passe pas. Et les réactions extrêmement violentes que j'ai eues de la part de certains membres de ma famille, en fait, concernent ça. Qui n'est pas à proprement parler le sujet du livre, hein, en plus. Qui n'est pas le premier secret, disons. Pas le seul, en tout cas. Oui, disons. Et donc, non, mais c'est vraiment pour dire que c'est ce qui est indicible, en fait, dans les familles. Et ça, j'ai vraiment pu le mesurer dans la réception. C'est ce qui ne passe pas dans la sortie de ce livre, dans cette écriture, c'est ça. Dans cette enquête, c'est ça. On va voir comment aussi... Alors, écrire sans blesser, ou peut-être ça peut être intéressant de se poser la question. Vous parliez d'amour et de tendresse, et donc de liens familiaux, il y en a aussi quand on parle de famille, bien sûr. Comment on écrit? La littérature nous permet ça. On en parlait en préparant ce temps d'échange. Clotilde, vous avez utilisé la réalité, la vôtre, en tout cas une certaine vérité, mais aussi de la fiction. Est-ce que ça a pu permettre de révéler des sujets difficiles, durs, violents? Est-ce que la littérature, la fiction peut nous aider peut-être à ajouter de la douceur? J'en sais rien, je sais pas. Je le pose un peu comme ça, au fond. Je pense que ça dépend vraiment de l'entreprise littéraire, de la raison pour laquelle on l'écrit. Parce que moi, je voulais vraiment pas raconter l'histoire de ma famille. C'était vraiment pas l'objet. Alors même que j'adore lire des récits familiaux, que j'admire beaucoup de textes qui sont vraiment des récits autobiographiques. Mais moi, je voulais vraiment restituer l'expérience de grandir avec un père dépressif, sans avoir les mots pour le dire. Et je voulais vraiment restituer cette expérience aussi de grandir adolescente avec un père qui s'est suicidé et de ne pas être autorisée socialement à en parler, et ne serait-ce qu'à même... je me sentais même obligée à nier l'existence de mon père, faire comme si je n'avais jamais eu de père. Et c'était ça que je voulais chercher à exprimer, et aussi le soulagement qui vient après un suicide, qui pour moi était peut-être l'aspect le plus tabou et difficile à exprimer,
autrement que par la littérature. Et moi, la fiction m'aidait aussi parce que je voulais pas parler de ma famille, je voulais pas parler de mes frères et sœurs, je voulais quand même préserver inventer des personnages. L'intégrité. Donc il s'agissait davantage de restituer des présences, un équilibre, un milieu social, géographique, une époque. Mais voilà. Vous venez de prononcer un mot qui est très intéressant aussi, c'est s'autoriser à, Irène Théry, s'autoriser à rompre le silence. Alors, parce que l'écriture nous autorise, et comment on s'autorise à rompre? En fait, il y a deux secrets, si vous voulez, il me semble. Il y a ce qui se passe à l'intérieur d'un groupe, mettons une famille, et puis il y a ce qui se passe entre ce groupe et l'extérieur de la famille. Et on passe pas facilement de l'un à l'autre. C'est compliqué quand, pour arriver à ce que dans la famille, un certain silence ou un certain silence tacite soit rompu, il faut exposer en fait tout ce groupe à quelque chose qui viendra de l'extérieur. Par exemple, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de MeToo et de l'inceste récemment. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer des petites personnes, des enfants, qui se sentent responsables de savoir si la famille va être détruite ou si la famille va pouvoir continuer. C'est pas juste je le dis ou je le dis pas. C'est je tiens entre mes mains ça. Et la déflagration est énorme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur comment est-ce qu'on pourrait inventer d'autres façons, justement, d'accueillir des paroles qui évitent, qui tiennent compte de cet aspect relationnel, qui est que, effectivement, celui qui veut pouvoir dire quelque chose ne veut pas forcément détruire, et pourtant sait que ça va être un cataclysme pour la famille. Donc ça, c'est quelque chose... J'ai trouvé que dans le livre de Neige Sino, je pense que vous l'avez aimé autant que moi, c'est vrai que j'étais très sensible à des choses justement qu'elle ne dit pas. Par exemple, la mort de son père. Je pense qu'il y a... Ce livre est construit, entre autres, autour d'un blanc, un peu comme vous l'avez fait l'une et l'autre, autour d'un blanc, qui est que son père est mort de savoir qu'elle avait subi cet inceste. Mais elle ne le dit à aucun moment, mais c'est parfaitement clair et appréhendé par l'écriture sans que le mot soit dit. Triste tigre, c'est bien ça, hein, Triste tigre, je me permets de redonner le titre. Effectivement, il y a aussi Bâtiment Babinski de Louise Motier aussi, on pouvait en parler, qui est intéressant là-dessus, sur partir d'un silence, en fait, d'un tout va bien aussi. On peut partir d'un secret de famille qu'on révèle en disant tout va bien, non, tout va bien, il ne s'est rien passé. Au fond, c'est peut-être intéressant, avant de donner la parole rapidement au public, je pense qu'on s'approche quand même de la demi-heure. Peut-être que ce qui est intéressant aussi dans ce secret et rompre le silence, ou essayer en tout cas avec l'écriture, parce que l'écriture est une arme, un outil, quand on ne peut pas forcément le faire autrement, c'est que ça permet est-ce que ça permet de rendre justice? Est-ce que ça permet de laisser une trace? Est-ce que tout ça aussi, la littérature le permet? Vous l'a permis à vous deux, Clotilde et Adèle? Et si oui, à qui? C'est vrai que... en tout cas, je sais que cette question, au moment de structurer mon livre, qui a été vraiment problématique pour moi parce que j'avais beaucoup de matériaux de sortes hyper diverses et que je savais plus très bien où était le centre. Des photos, voilà, pour celles et ceux qui l'ont pas encore lu. Ouais, mais c'est même dans l'écrit, des documents oui. d'archives, des entretiens, mon propre récit d'enquête, etc. Je savais plus très bien où était le centre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, en fait, surtout après avoir assisté à la destruction systématique d'une femme comme ça, en fait, là, maintenant, ce qui compte pour moi, c'est qu'elle ait sa place quelque part. Et de considérer ce livre comme une sorte de mausolée, de monument qui était absent de cette femme qui a été rendre visible, en fait, de visibiliser aussi. Ouais, mais même cette notion, j'aime bien cette notion de place, parce que quand même, elle a été enterrée à côté de son mari, donc moi, ça me rend dingue. Donc, je voulais qu'elle ait une autre tombe, même si c'était de papier. Mais elle a beaucoup de tombes de papier en ce moment. C'est bien, très bien dit, oui. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est à ça que j'ai pensé. Je ne sais pas si la notion de justice me parle vraiment, mais en tout cas qu'elle ait un lieu. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée aussi qu'elle puisse exister à égalité de son mari, d'André, qui avait été très responsable dans cette histoire, dans notre mémoire familiale et dans notre mémoire, aujourd'hui dans la mémoire aussi collective. Est-ce que je pourrais faire un compliment à Adèle ? Mais bien sûr. Parce que moi, j'ai été très touchée par tout ce que vous dites de la lobotomie.
C'est vraiment très terrible de prendre la conscience de ce qui s'est fait si près de nous. C'est les années 50, les années 60, c'est tout près, quoi. C'est tout près. Et je voudrais vous faire un compliment, c'est-à-dire que vous racontez de façon très clinique les choses, puis à un moment, vous découpez de la viande avec un couteau. Et là, j'ai eu le sentiment que vous aviez vraiment écrit ça pour que la violence de la lobotomie nous saute au visage. Et je vous remercie de l'avoir fait, parce que je pense qu'il n'y avait que la littérature qui pouvait permettre ça. Merci. Écrit et puis fait aussi, parce que c'est vrai que c'est la retranscription d'une expérience qui, sans doute, quand je l'effectuais réellement, me permettait de libérer aussi cette violence-là, dont j'étais dépositaire à ce moment-là, et un peu unique dépositaire, parce que c'était pas encore écrit, que je pouvais en parler à personne, et que la conception publique de la lobotomie était pas du tout en fait à l'endroit de sa violence réelle. Donc je pense que ça aussi était une forme de manière de recevoir, d'appréhender et de dégager quelque part cette violence, d'effectuer ces gestes. Je choisis de rester sur le mot compliment, tendresse et échange et amour, et de me tourner vers vous, puisque il nous reste une demi-heure à peu près déjà pour peut-être ouvrir la parole et la discussion. Pardon, hein, c'est pas d'être bisounours, mais enfin, voilà, je pense que vous avez envie d'échanger aussi avec Adèle, Clotilde et Irène. Alors, je pense qu'un micro circule, bien évidemment. Oui ? Non ? Ah si, quand même. Sinon, vous levez, vous faites porter votre voix, hein, on peut la jouer comme ça aussi. Hein. C'est effectivement prendre la place. Quand je voulais dire rendre justice, vous avez compris, Adèle, c'est reprendre une place, c'est rendre visible, en fait, c'est aussi ça. C'est une certaine justice, au fond. Il y a quand même un peu de rendre la place à celle qui le mérite. Oui. Bonjour, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, merci. Écoute. Je ne sais pas si on m'entend bien. On vous entend bien, mais vous pouvez même vous lever si vous voulez. Non, d'accord. Pas. Non, pardon, si vous voulez, j'ai dit. J'avais une question pour Adèle. Déjà, merci beaucoup, c'est hyper intéressant et ça résonne très très fort. Comment est-ce qu'on vit au moment où on décide d'endosser cette responsabilité justement de briser le silence et de mettre des mots, même si c'est pas le mot, de mettre des mots. Comment est-ce qu'on vit avec la responsabilité d'endosser ce rôle-là, d'être la personne dans la famille qui décide de mettre un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Comment est-ce qu'on le gère au niveau individuel ? Plusieurs mois après la sortie de votre livre et des rencontres, et effectivement, à votre niveau, c'est ça, individuel, si j'ai bien compris, dans la vie de tous les jours, en fait, au fond, c'est ça ? Soi-même, oui. Non, mais j'ai la chance immense, et je ne sais pas comment j'aurais fait autrement, du fait que le livre soit reçu comme il est reçu. Et donc d'avoir, et je ne parle pas du nombre de ventes, etc., je parle des discussions intimes que ça m'ouvre avec les lectrices principalement, et donc de trouver dans ces voix-là une puissance de légitimité qui n'a pas de prix. Parce que, évidemment, les choses dans ma famille ne sont pas évidentes, parce que certains mots ont pu être dits par certains qui sont de l'ordre de « tu détruis la famille », hein, en gros, parce qu'évidemment, c'est toujours la personne qui parle qui est responsable de la destruction de la famille et pas la personne qui commet le méfait. C'est quand même systématique. Et ce moment-là, il faut se le prendre. Il faut se le prendre dans les dents. Moi, je me le suis pris. Le livre venait juste de sortir, donc j'avais pas encore cette espèce de force en fait que m'ont donné vos lectures. J'avais pas cette confiance-là, et c'était très dur. Mais depuis, j'ai cette chance-là, et à chaque fois que ce petit ver s'insinue en moi, je pense à ça, et je pense aussi aux femmes de ma famille qui, elles, ne m'ont pas accusée, mais m'ont remerciée, et notamment remerciée pour les générations à venir, pour leurs filles, parce qu'on est une famille que de filles, en plus, il faut le savoir. Et voilà, et heureusement, en fait, que j'ai ces choses-là pour contrebalancer, parce que cette petite sensation que j'ai eue au moment où je me suis sentie tout d'un coup seule face à tout le reste de ma famille, avec ce truc énorme que j'avais entre les mains, je veux dire, j'aurais pas tenu si j'avais eu que ça, c'est sûr. Mais effectivement, c'est une question intéressante. Donc la puissance du collectif, d'être ensemble, de se raconter, des alliés. Et de vos voix et de vos témoignages. Et des alliés. Je ne sais plus qui a parlé d'alliés à un moment. C'est vous, d'ailleurs, Adèle, peut-être. Ouais, des alliés, non ? C'est Irène ? Peu importe. En tout cas, c'est un joli mot. Alors, je ne choisirai pas. Je vous laisse absolument le faire. Voilà. Bonsoir. Merci.
Vous avez beaucoup parlé jusqu'à maintenant de manière extrêmement intéressante de la première partie de l'intitulé, secret. L'intitulé, c'est secret de famille. Et j'aimerais bien qu'on parle de la famille. On raconte qu'à la fin de sa carrière, Lévi-Strauss avait mené une grande enquête mondiale sur la famille. Il avait eu des réponses du monde entier. Il avait identifié 5500 types de familles. J'aimerais avoir votre point de vue sur le fait qu'un grand nombre de livres, de témoignages sortent depuis une décennie. Je pense que la famille des années 1960 n'a plus rien à voir avec la famille de 2025. Voilà, donc est-ce que vous faites... quand vous parlez de la famille... De quoi vous parlez ? Alors, je me permets simplement effectivement de donner la parole à Irène pour ça, dans la mesure où, oui, effectivement, on n'a parlé qu'une partie du sujet, dans la mesure où le sujet, c'était rompre le secret de famille. Et je l'ai dit, c'était au singulier, ce qui nous est proposé, en tout cas, dans le festival Allez Savoir. Mais on aurait pu parler de 1000 autres sujets et des familles. Alors, peut-être qu'Irène, les familles et le secret, peut-être. Je ne vais pas faire une conférence sur les transformations de la famille. J'ai essayé de dire une chose. C'est que nous qui travaillons, justement, je dis nous parce que c'est un travail collectif, qui travaillons sur les changements de la famille, disons, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, parce que nous identifions que c'est là qu'on entre dans une sorte de nouveau régime de la famille, où il y a l'abandon d'un certain modèle de famille qui était par définition fondé sur le mariage, qui était par définition fondé sur le couple comme ce qui avec deux ne fait qu'un, sous l'autorité du mari, la puissance maritale, qui était dans laquelle il y avait un écart énorme entre vivre dans le mariage et vivre en dehors. Vivre en dehors, c'était la honte pour les femmes, les mères célibataires, les bâtards, etc. Où on n'osait pas dire à un enfant qu'il avait été adopté, etc. Et donc, parce qu'on aurait dit qu'il n'était pas une famille comme les autres. Bon. Donc, quand nous travaillons à comprendre les changements, nous voyons quand même qu'ils ne sont pas liés, comme on l'a dit, simplement à l'individualisme généralisé, mais qu'ils sont liés d'abord à une dynamique extraordinairement forte de l'égalité des sexes. Nous sommes la première société dans l'histoire à vouloir vivre sur un principe d'égalité des sexes. Et l'égalité des sexes, ce n'est pas simplement plus de droits ou plus d'opportunités pour les femmes, c'est une redéfinition générale de la règle du jeu social, et y compris de qu'est-ce que c'est qu'une famille, qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est que la filiation et tout ça. Et donc, le dévoilement d'un certain nombre de choses participe de ce changement. Et nous découvrons que, effectivement, un rapport différent au secret et à la parole participe du changement. Par exemple, j'en prends un seul exemple, aujourd'hui, on considère comme une valeur importante de respecter l'identité narrative d'un enfant. Un enfant peut vivre dans des familles très diverses. Mais ce qui est très important pour nous tous, c'est une valeur collective, c'est qu'on ne prive pas l'enfant de l'accès à sa propre histoire. Répondre à la question « qui ?» c'est raconter une histoire. Ça, c'est une formule d'Hannah Arendt, reprise par Ricoeur. Eh bien, nous constatons dans tous nos travaux que c'est quelque chose qui se généralise. On peut vivre de façon très diverse, mais par contre, se rendre responsable du maintien d'un secret au sens d'un secret pour l'enfant concerné lui-même, à l'égard de sa propre histoire, ça, nous voulons rompre avec cela, qui a été pendant très longtemps considéré comme quelque chose qui, après tout, allait dans le sens du bien de l'enfant, pour que, justement, la particularité de sa vie ne soit pas perçue. Aujourd'hui, nous voulons une vision inclusive de la famille, avec des familles très diverses. Par exemple, il y a une revendication croissante pour les personnes immigrées de pouvoir allier l'attention à leurs ancêtres, la piété filiale par rapport à leur origine et leur intégration dans la société démocratique que nous partageons. Et ça fait partie des très nombreux sujets sur lesquels des gens prennent la parole. Donc vous voyez, c'est en ça qu'on est dans un nouveau régime de la famille qui n'est pas encore entièrement stabilisé sur certaines choses, et dont j'ajoute, pour terminer, qu'il va créer ces nouvelles hontes et ces nouveaux secrets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que c'était que pour avant, les secrets. Non. C'est les secrets d'avant dont on parle maintenant. Mais les secrets qui se fabriquent aujourd'hui, eh bien, c'est nos enfants qui en parleront. Voilà, merveille de la sociologie et des sciences sociales. Merci pour ça.
Alors, on va aller un peu de l'autre côté de la salle. Les deux côtés. Après, on est parti effectivement des ouvrages de nos autrices. Oui. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup. Moi, je voulais vous poser une question à continuité de la première question, à savoir, est-ce que vous avez eu la sensation que vous deviez accompagner, quand vous avez écrit, est-ce que vous avez la sensation que vous deviez accompagner l'entourage familial ? Avec la sortie de ces ouvrages-là, au moment de l'écriture. Au moment de l'écriture ou de dévoilement du secret, oui, ou est-ce de que la vous en avez publication parlé du en livre. amont ? Est-ce que pendant que vous écriviez, vous avez parlé à votre famille du fait que vous écriviez dessus, ou est-ce que vous avez gardé le secret jusqu'au bout ? Et comment est-ce que vous avez eu la sensation qu'il fallait que vous accompagniez cet C'est intéressant qu'il y ait une double question dans votre question. Oui. Je me permets peut-être même une triple, mais je vais. Non, mais oui, mais j'en ai là pour ça, avec grand plaisir. Je suis vraiment là pour ça. Peut-être Clotilde aussi, sur cette question-là, vous n'y avez pas forcément répondu. Déjà, pendant l'écriture, alors, si je me permets, c'est ça, est-ce que vous en avez parlé à votre famille ? Est-ce que vous avez partagé ? Oui, Clotilde. Alors, pendant l'écriture, moi, j'ai fait relire au fur et à mesure le texte à ma mère, parce qu'on a aussi une amitié littéraire, quoi. Et aussi parce que je voulais bien sûr son accord. Et au moment de la... alors après ça, je l'ai envoyé à des éditeurs. Et quand j'ai eu le feu vert donc, de Gallimard, j'en ai parlé aux personnes de la famille de mon père encore en vie, ses sœurs. J'en ai parlé à mon frère, à ma sœur. Et j'ai demandé à chacun, mon frère et ma sœur, un accord tacite, en leur proposant de lire le livre, ce qu'ils n'ont pas souhaité faire avant la publication. Et voilà. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi ils n'ont pas voulu avant j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une forme de confiance. D'accord. C'est on important. le lira. Ils l'ont lu avant la publication, mais j'aurais donné le livre physique. Voilà, mais c'est à peine 2 semaines avant, quoi. C'était fait. Enfin, c'était plus des amitiés arrêtable. littéraires avec votre maman, alors c'est ça ? Comment ? C'est ça que vous venez de dire. Vous avez des amitiés littéraires avec votre maman, c'est ça ? Oui, donc je l'ai fait lire, mais hyper jolie. Où elle est votre maman ? Elle est là. Non, mais quand même. Mais bon. Et vous, madame ? Okay, non, je lui ai fait lire pour des raisons bien sûr tout à fait éthiques. Pour moi, j'aurais pas pu envisager ne serait-ce que de le publier. Je profite de votre question qui est pertinente et super intéressante pour répondre pendant l'écriture. Adèle, vous avez partagé avec votre famille ? Oui, c'est une question d'autant plus pertinente qu'en fait, je pense que toute mon enquête et mon écriture est née comme une entreprise d'accompagnement de la principale personne concernée pour moi, qui est ma grand-mère. Parce que quelque chose que je raconte pas dans le livre, c'est que donc au centre du livre, je tombe à un moment sur une thèse de recherche, par hasard, en faisant des recherches sur la lobotomie, et cette thèse m'apprend un certain nombre de choses, et en particulier les raisons pour lesquelles Elisabeth a été hospitalisée, lobotomisée, et l'implication des hommes de sa famille dans cette décision. En fait, ce document, je l'ai trouvé au tout début de mon enquête. Et j'ai eu un espèce de... Vraiment cette sensation de « mais je ne peux pas montrer ça à ma grand-mère maintenant ». Enfin, l'écart entre ce que je supposais être sa connaissance de l'événement, qui n'est pas forcément la sienne, mais ce que je supposais être et ce que j'avais sous les yeux était tellement abyssal qu'en fait, toute l'enquête est née pour combler ces étapes entre ce que je savais désormais et ce que je croyais savoir avant. Et donc, ma grand-mère, hormis ce document-là, que j'ai attendu peut-être 2 ans, je pense, avant de lui montrer, je l'ai tenue au courant de tout ce qui me rapprochait, en fait, de ce dévoilement-là. Et ce qui fait que, pour elle, en termes d'événements, la lecture du livre n'a pas du tout été une surprise. Et pour les autres membres de la famille, comme les entretiens, je les ai réalisés pour l'immense majorité à partir du suicide de mon grand-oncle, donc à partir de janvier 2023, j'étais déjà assez avancée. Et là, les discussions avaient repris en fait à l'intérieur de la famille. Elisabeth était revenue au premier plan, donc il y avait une forme de préparation. Et là, j'ai décidé de leur dire à chaque fois ce que j'avais trouvé. Alors à des moments différents de l'entretien, mais en tout cas, j'arrivais toujours en leur donnant quelque chose aussi et pas simplement en leur prenant des informations. Merci pour cette question. Du coup, il y aurait un prolongement, mais je vous propose qu'on partage un peu les questions et la parole. Oui. Alors, bonsoir, je suis très, très, très concernée parce que sur plusieurs sujets, j'ai essayé d'en parler quand Adèle Livon a présenté à la librairie Pantagruel, mais j'ai pas pu parler et j'étais assez mal reçue. Bon, mais alors ça c'est fait, bim, une petite pique. Alors du coup, vous avez la parole. Je tiens aux librairies. Je suis obligée de donner que les têtes de chapitre parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais ce qui est très important pour moi, c'est de
témoigner de la violence médicale, de la violence politique. Bon, alors je suis bâtarde juive, donc ça fait déjà secret de famille, avec une famille des Vosges, etc. Bon, la guerre, j'ai plus de 70 ans, donc ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, à l'adolescence, il y a eu ma mère est arrivée à se marier, mais évidemment ça marchait pas parce qu'elle s'est mariée en vitesse. Donc, écoutez, je fais plus vite, hein, et ça fait, moi, on m'enlève le micro. J'ai une thèse de neurosciences. J'ai les mathématiques. Bon, alors, je garde le micro pour juste les têtes de chapitre. Donc, j'ai 13-14 ans, non, 12 ans. Enfin, ma mère, quand ils ont divorcé, il y a un deuxième bureau, etc., la politique. Bon, quand ils ont divorcé en 60, ma mère a eu un amant. Bon, et elle le savait. Enfin, bon, elle se montrait à tout le monde. Bon, et elle m'a mis dans leur lit. Bon, donc, et tout le monde le savait, c'est-à-dire que la famille, le voisinage, les politiques, parce que cette personne, son amant, il était du demi-monde et soutenu par oui, ben je vous le fais pas dire, parce que. Alors je vous propose que peut-être attendez, poser que font les psychiatres bon, parce que écrire, mais regardez ce qui se passe pour la CAS et pour la Civis, les gens qui sont spoliés. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent écrire, qui peuvent publier, et les autres, on les prend en données, c'est haché, on fait du hachis d'histoire pour le mettre sur l'IA. Hein, alors, ces gens-là ne sont pas, ils sont. Regardez le respect qu'on me porte. Alors moi, j'ai déjà écrit. Mais pour ne pas me faire spolier, parce que déjà je me fais spolier pour ma thèse et tout ça, alors écoutez, on m'a interdit le micro ici, on m'a menacé de la police, j'ai été aussi internée par la communauté juive, parce que je me suis... Bon, alors... Est-ce que vous pouvez simplement revenir à votre question de base, s'il vous plaît? Oui, et la lobotomie, la lobotomie, ça existe encore sous une autre forme, et le traumatisme, le symptôme post-traumatique, c'est un écran pour des soins qui sont des violences. Alors, merci beaucoup pour ça. Justement, je vous laisser parler jusqu'au bout, et je me permets, madame, si vous me le permettez, de reformuler peut-être une question à laquelle on peut répondre ensemble, peut-être un peu plus large pour qu'on puisse tous s'y intéresser, tous et toutes, et l'entendre. J'entends, on vous a écouté. J'entends absolument. Est-ce que sur des sujets qui sont aussi violents, difficiles, que ce que vous développez, que peut faire la littérature, quel pouvoir a la littérature au-delà de déjà en parler et pouvoir libérer une certaine parole. Si je me tourne vers vous, Adèle, puisque là on parle précisément du sujet de la lobotomie et de la santé mentale et de la folie. Je mets des guillemets. Allez-y, Adèle, je vous en prie. Ce que pointe Madame et que vous aviez déjà pointé à Pantagruel, je m'en souviens très bien. C'est parce que peut-être que c'est pas forcément évident enfin voilà, c'est peut-être un peu compliqué parce que c'est des expériences très intimes et qu'on a du mal à y faire une place dans notre société. Je pense que ça révèle ça aussi. Non, alors là, je ne peux pas vous permettre de directement faire un reproche comme ça à Adèle. Adèle, est-ce que vous souhaitez continuer de répondre sur la place de justement ces sujets-là? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que ce que pointe Madame et ce qu'elle avait pointé à l'époque, et ce qui est effectivement important à dire, c'est que nous, on a des tribunes avec nos livres pour aborder ces sujets-là de manière publique, et ça a sans doute des effets importants, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre et qui vivent ces histoires dans leur chair et dans leur quotidien, et que effectivement, parfois, l'écho et le lien semblent rompus, et je peux le comprendre aussi parce que
nous, on est extrêmement sollicités. C'est aussi un tourbillon pour nous, en fait, cette histoire. On fait un peu ce qu'on peut aussi avec les histoires individuelles moi, j'ai pas de formation en psychiatrie, en psychologie. Voilà, et je veux dire, c'est donc, mais enfin, en tout cas, si ces espaces-là peuvent servir à raconter ces histoires, je pense que c'est important que ce le soit. Et donc, moi, en tout cas, personnellement, je suis très heureuse que vous puissiez prendre la parole sur ce sujet ce soir. Et qu'on vous la laisse aussi ici à l'Alcazar, absolument, dans une bibliothèque municipale, bibliothèque de Marseille. Et pour le reste, d'autres instances prendront le relais et doivent prendre le relais sur la question notamment de la santé mentale. Je l'affirme. Alors, j'ai une question là-bas. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du sujet. Un petit peu plus proche du micro, s'il vous plaît, merci. Oui, comme ça. Oui, je parfait. pense à tous les secrets, puisque moi, je suis née après la guerre, et je pense à tous les secrets qui ont été distillés pendant la guerre. Des familles qui ont collaboré, pas collaboré, avec tout ce qui a été mis par-dessus. Et la difficulté, moi, je sais que maintenant, petit à petit, je ne saurais jamais. Puisque les gens meurent, et ça, c'est terrible. Et la question des archives, de l'enquête, etc., doit particulièrement vous intéresser aussi. Oui, comme moi qui suis une famille italienne et qui n'est pas d'archives de l'autre côté des Alpes, pour le coup. Alors, peut-être la question... Les documents parce que le gars, il faisait du commerce porno. Alors, j'ai des documents de la politique, de tout. J'en ai 2 classeurs de documents et de ma famille et de lui, parce que du harcèlement. J'ai des documents que j'ai signalés au bâtonnier dernièrement, depuis le début de l'année. Alors, bon, mais j'ai pas le droit de publier. Il faut écrire un livre. Mais j'en ai fait 4. Allez, on va vraiment, on va essayer de regagner un peu de calme. Donc, madame, je me permets la question, c'est comment retrouver, entre guillemets, la vérité du secret. C'est ça, voilà, l'origine. Comment et provoquer des réactions chez les quelques personnes qui restent. Merci beaucoup. Irène, peut-être la sociologue. Non, je ne suis pas la mieux placée parce que j'ai pas d'expérience de cela. C'est vous qui avez. Mais les sciences sociales peuvent aider aussi, comme écrire un livre. Enfin, je veux dire, comment quelque chose. Mais pardon, j'ai pas compris. Est-ce que c'est une question d'archives ou une question de comment aborder le sujet avec des individus ? Avec celles et ceux qui. Comment retrouver, comment savoir ? Je sais qu'il y a eu quelque chose. Enquêter, vous voulez dire, sur votre propre famille. Quoi et ce que disait donc sur le livre, on le sait, on sait qu'il y a eu quelque chose, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Et le problème, c'est que c'était pendant la guerre et que ça a eu des conséquences probablement dramatiques. Oui, et que certaines archives ont peut-être disparu. Adèle, vous voulez, sur le travail d'enquête, en fait, parce que vous l'avez fait peut-être aussi, ou Clotilde, sur votre travail d'enquête à vous, je ne sais pas. J'ai du mal à répondre précisément en l'absence de données précises, mais bah oui, voilà, j'imagine. Mais en tout cas, la guerre n'est pas forcément un obstacle à la conservation des archives. Moi, j'ai travaillé quasiment exclusivement sur des archives psychiatriques, donc qui sont soit versées dans des archives départementales, soit encore dans les hôpitaux psychiatriques. Les archives départementales contiennent énormément de choses qui sont aussi de l'ordre des matricules, justement des archives militaires, il y a aussi beaucoup de questions. Quand j'étais aux archives, en fait, j'observais pas mal les gens et ce qu'ils venaient demander aux archivistes, beaucoup de questions d'enfants nés sous X, de déportation, bien sûr. Il y a aussi tous les registres de recensement de la population qui permettent de savoir qui était où, à quel moment. Et en fait, c'est aussi un peu un hommage que j'ai cherché à rendre aux archivistes dans le livre. C'est vraiment des boussoles incroyables, ces personnes. C'est-à-dire que vous arrivez avec une question qui n'est pas posée dans les termes de l'archive et de la documentation. Vous arrivez avec une question qui est intime et personnelle. Je cherche ma mère qui a disparu en 1944. Bon. Et lui ou elle va vous donner des espèces de dates butoirs ou de données butoirs auxquelles vous pourrez répondre ou non et qui vont l'aider à cerner votre demande exacte. Et à partir de là, en cherchant soit dans la documentation générale, soit dans la documentation particulière, il va commencer à vous aider, à vous frayer un chemin dans cette masse qui est l'histoire au niveau
de l'individu en fait. Voilà, c'est bien. On rend hommage aux archives, aussi aux archivistes, c'est un métier, absolument. Donc allez voir en fait aussi peut-être la réponse c'est ça. Allez voir, allez rencontrer ces gens-là. Oser, parce que la différence de langage n'est vraiment pas un obstacle pour les archivistes qui ont l'habitude de ça. Voilà. Effectivement, donc allons voir. Pardon. Je peux raconter juste une toute petite expérience. Pendant le confinement, il y a quelqu'un qui est allé aux archives départementales des Alpes de Haute-Provence. C'est Annette Becker, parce qu'elle voulait travailler sur la dernière grande rafle qu'il y a eu en Provence, qui est la rafle de Reillanne, à côté d'Apt, entre Apt et Forcalquier. 56 juifs dits non dangereux, des femmes, des enfants, des vieillards, des malades, ont été raflés grâce à l'aide de la mafia marseillaise, enfin d'une partie de cette mafia, qui a été à la solde de la Gestapo. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire par rapport à l'archive, c'est qu'une fois qu'elle a retrouvé beaucoup de choses, donc soigneusement, tous les noms de ceux qui dans ce camp étaient juifs, etc., grâce aux ailes de l'administration française, mais elle a aussi pu interroger des archivistes de l'autre côté de l'Atlantique pour reconstituer le parcours de ces personnes. Et le moment où nous avons tous... Il y a eu une cérémonie du souvenir l'année dernière, en 2024, pardon, et il y a eu un moment où, tout à coup, les personnes ont retrouvé des noms, des histoires. On a appris qu'il y avait un jeune garçon qui avait été très bon à Manosque, en français, latin, grec et tout ça. Et on a tous été saisis de ça. C'est-à-dire, on avait rendu quelque chose de la vie de ces personnes. Et ça, c'est quand même assez incroyable que l'archive puisse permettre ça, oui. Et c'est du coup très émouvant parce que c'est vrai qu'on a un peu parlé d'émotions, de ressentis, de sensations, mais je vous invite à prolonger la lecture ou à la relire ou relire les livres de Clotilde et d'Adèle pour tout ça. Mais voilà, il s'avère que le temps est court et que vous avez beaucoup de questions. Je vous dis aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'à partir dans 20 minutes, donc là il y a un moment, il va y avoir une annonce de la fermeture de la bibliothèque, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, c'est pas grave, et parce qu'on est là. Et ensuite il y a un temps de dédicace, de rencontre avec nos invités. Alors je sais pas, voilà, oui, madame, je choisis pas. Moi, c'est pas une question, mais c'est juste un point. Enfin, je suis pas sociologue, mais lorsqu'il y a des secrets de famille, c'est souvent des familles dysfonctionnelles. Et celui ou celle qui parle, enfin après, je suis pas. Non, voilà, c'est personnel. Moi, je l'ai vécu, j'ai brisé un secret, et il y a aussi la position. Après, on se retrouve. Il faut avoir beaucoup de courage. Et on peut se retrouver dans une position de bouc émissaire. On nous le fait payer. Et bravo pour ce que vous avez fait. J'ai pas encore lu vos livres. Eh ben, vous allez le faire. Il faut avoir les épaules solides pour briser le secret. Absolument. Et en fait, tout vient là aussi de quelle famille on parle, dysfonctionnelle ou pas, le secret, quel type de secret, tout ça. Je vous invite j'invite à aller savoir, à refaire une conférence, une table ronde. En tout cas, j'insiste sur le fait que le fait d'avoir des secrets de famille n'est pas lié à une catégorie particulière de famille. C'était un fait social global de valoriser le secret. C'est ce que j'ai essayé de dire depuis le début. Et nous sommes dans une autre période historique où justement nous considérons que ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Et nous avons d'autres valeurs que nous mettons en haute. Et peut-être... Voilà, mais... ça ne veut pas dire que le secret ne fasse pas dysfonctionner la famille. Ça, c'est encore autre chose. Donc le révéler, de toute façon, est une étape importante si... C'est ce qu'on pense maintenant, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une affaire risquée. Exactement. C'est risqué. Oui, montrez-moi. Je veux bien. Oui, ouais, bonjour, merci. pardon. Bonsoir. Bonsoir, je souhaitais réagir à une réflexion qui m'est venue quand la discussion était sur nommer, pas nommer. Nommer, c'est définir. Et une définition, elle est polysémique, c'est ça ? Plusieurs Tout le monde, sens. en fonction de sa classe, en fonction de son âge, de son genre, la définition sera différente. Et donc nommer, en fait, c'est s'exposer à devoir légitimer en fait, le mot qu'on vient d'utiliser. On le sait très bien, c'était pas du viol parce que c'était ton compagnon. Ah, mais t'as pas levé la main dessus, donc qu'est-ce que c'est que de la violence ? Et en fait, nommer, c'est aussi s'exposer la victime, ou en tout cas la personne qui est dominée, à devoir justifier le mot qui a été utilisé. Et faire un récit d'expérience, c'est éluder quelque part. On ne peut rien opposer à un récit, à des émotions. Et c'est ce qu'autorise la littérature.
Et voilà, c'était une réflexion que j'avais eue et merci. Pour merci vraiment pour ça. Merci. Prenez ma place, venez. Venez. Vous voulez réagir, Clotilde, peut-être, Adèle, là-dessus? La force, le pouvoir de la littérature, rien de opposer l'expérience. à un récit littéraire. Voilà, c'est ça, on peut rien opposer à un récit littéraire, je sais pas. L'expérience, bien sûr, oui. Sachant qu'il y a aussi une partie fictive et une partie qui ne l'est pas. Mais je suis totalement d'accord, et c'est vrai que moi, ça a été ma défense quand je disais que ça donnait sa forme à toute la structure du livre, cette question-là en fait de la réaction qu'allait être celle de ma famille, c'est dans un sens extrêmement profond, c'est-à-dire comment construire intégralement un livre pour parer les coups, quoi. Et donc je suis extrêmement d'accord, et ça va plus loin que même utiliser les mots, c'est laisser ouvertes les situations tout en en pensant pas moins. Alors en faisant, ce qui est quand même risqué, c'est de tellement laisser de place à l'interprétation de l'autre que du coup, la compréhension inverse de l'histoire devienne possible. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il y a les 20 dernières pages du livre qui, pour les personnes qui l'ont lu, savent qu'elles sont différentes du reste du livre, parce que j'ai compris à un moment, et notamment parce que ma grand-mère suivait toute l'enquête et le processus d'écriture, j'ai compris qu'en lisant tout le livre, le même livre que celui que vous lisez sans les 20 dernières pages, elle pouvait me dire « Oui, mais mon père a fait ce qu'il a pu ». Et ça, c'était quand même pas tolérable pour moi. Donc, c'est toujours cette espèce de zone un peu étrange entre à la fois nommer, c'est s'exposer, et en même temps laisser toute la place à... il y a quand même quelque chose à faire, à construire, à dire pour ne pas être dépossédé en fait de l'événement dont il est question. Sachant qu'on sait que quand on écrit un livre, après, on le donne à celles et ceux qui le lisent, effectivement, sans être pour autant dépossédé de sa propre histoire, si je peux... oui, dépossédé, ou carrément qu'il soit mené à l'inverse, en fait. Clotilde ? Je suis tout à fait d'accord. On peut pas s'opposer en fait à un récit ou à un ressenti Mais je pense que si un récit dérange, les personnes le lisant trouveront toujours en fait un moyen de le faire. Et c'est là, moi je sais que c'est là que je me suis dit tant pis, je le fais parce que. Mais après, un récit autobiographique dans lequel il y aurait effectivement des mensonges, je comprendrais aussi. Je pense qu'il y a aussi une éthique à respecter, ce genre de choses. Je pense que tout dépend de la forme du texte Mais il faut aussi accepter. Moi, je trouve ça assez fascinant, les réactions de lecteurs et leur diversité, et à quel point des textes peuvent vraiment profondément perturber certaines personnes. Je pense que c'est là aussi une parole à écouter. Ça peut aussi être un dialogue entre la personne qui a écrit, le lecteur qui a été dérangé, proche ou non proche. Et voilà, je pense que ce qui est important, c'est surtout peut-être le dialogue ensuite sur le texte. Une fois que le texte est terminé, il a sa propre vie, quoi. Donc, c'est ce que nous faisons ce soir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais une question particulièrement pour Clotilde, mais tout à l'heure vous avez employé le mot de soulagement et que c'était difficile aussi d'accepter, d'exprimer ce soulagement. Et j'aurais bien voulu vous entendre toutes les trois sur est-ce qu'on peut s'autoriser à ressentir un soulagement quand on parle de choses graves et de secrets, et comment est-ce qu'on peut aussi l'exprimer ou l'aborder dans les écrits, le soulagement que ça peut être soit de parler des choses qui n'ont pas été nommées jusque-là, ou même le soulagement d'un acte comme le suicide qui peut générer du soulagement pour les proches. Clotilde, on en parlait justement avant la Oui, justement, c'était vraiment... Alors, là, je me suis vraiment basée sur ma propre expérience, qui est qu'après le suicide de mon père, j'ai ressenti une forme de soulagement. Et j'ai ressenti une culpabilité énorme du fait de ressentir ce soulagement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais cherché à l'expliquer à quelqu'un, parce que je ne voyais pas comment le faire. Je ne voyais pas comment, avec mon langage, avec les catégories de la psychologie, j'allais réussir à exprimer ça. Et c'est vraiment avec la forme littéraire où même le mot soulagement doit apparaître une fois dans le texte, mais c'était vraiment en fait mettre dans les situations où on ressent ce soulagement. Il y a notamment je ne vais pas rentrer dans le détail du texte, mais il y a des scènes très précises où la narratrice ressent ce soulagement, et ça passe par des sensations, par son entourage, par des petits détails. Pas vraiment un exemple justement, moi je pense. Alors il y a un exemple, c'est le lendemain un peu après le décès, la première fois qu'elle se retrouve à dîner chez elle. Elle est habituée à devoir attendre son père. La famille devait attendre le père avant de se mettre à table et de commencer à manger. On attendait le père. C'était pesant. Et le moment où elle réalise qu'en fait son père n'aura plus jamais besoin de l'attendre, moi j'avais senti ce soulagement. Elle a senti un soulagement immense. Et ça, j'ai réussi à l'exprimer à travers ce texte littéraire. Je ne trouvais pas d'autres moyens de l'exprimer. Et
Je trouve ça quand même, ça reste un discours difficile à tenir. J'aurais du mal à dire à une personne qui a connu un suicide que j'ai ressenti un soulagement suite à ce suicide. J'aurais peur d'être, je sais pas, de dire quelque chose d'insultant ou de minimiser l'expérience de la personne. Enfin, c'est difficile parce qu'on se dit toujours que nos expériences se reflètent, mais c'est pas forcément vrai. Et donc, ouais, c'était davantage le soulagement à l'époque, plus que le soulagement lié à l'écriture aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous le dites, et vous dites « elle », comme si vous parliez de quelqu'un d'autre, et c'est aussi la force d'un personnage qu'on crée, c'est vous, mais pas tout à fait vous, pas complètement vous dans ce livre-là. Et ça aussi, c'est la force de la littérature, de pouvoir se faire aider par un personnage aussi concret. Adèle, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur la question qui peut... Pas forcément, parce que je pense que le livre de Clotilde est vraiment... cette complexité-là est magnifique dans son livre, et elle se pose pas du tout de la même manière dans le mien. Donc, absolument. Pourquoi vous l'avez appelé « Nos insomnies » et pas mes insomnies ou mon insomnie alors les insomnies, je me demande s'il n'était pas déjà pris. En tout cas, moi, j'ai tenu à nos insomnies parce que je trouvais que ça commençait déjà à impliquer. Déjà, c'était le mystère sur c'est qui ce nous. Ouais. Ça peut tout être, quoi. Donc le lecteur peut y projeter beaucoup de choses. Et c'était on est déjà pris dans le relationnel. Voilà, c'est parfait. Merci pour ça. Alors, il y a une question ici, une question là. Après, il y en a une là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Il nous reste 10 minutes. C'est ça ? Non, je voulais juste 5 minutes. Rajouter une petite chose. La dame a parlé du travail d'archives que vous avez mené. Et bon, moi, j'ai retenu de votre livre que ce travail d'archives était indispensable, mais n'a pas été... vous avez mis en évidence que c'est aussi la parole qui permet d'avoir la vérité, parce que le travail d'archives vous a donné des pièces précises, mais c'est vraiment la parole qui a libéré vraiment la vérité quand on cherche la vérité sur l'histoire de votre arrière-grand-mère. Et sinon, au-delà de ça, puisque c'est la dame qui parlait de ça, au-delà de ça, vous remerciez parce que, on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas exactement le sujet de la conférence, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est que c'est de façon plus générale une histoire des violences faites aux femmes, mais de façon très large, puisque le 3e volet de votre livre traite de l'internement, de la mise à l'écart de toutes ces femmes, en l'occurrence. D'ailleurs, vous avez dit qu'il y a beaucoup de lectrices, surtout, qui ont réagi, mais ce n'était pas pour rien, de ces personnes qui, parce qu'elles avaient peut-être tout simplement un tempérament affirmé et libre, et qui dérangeaient socialement dans la famille et plus largement. Irène Théry l'a évoqué, qu'on ça a aussi, voulu mettre de côté parce que elle dérangeait, quoi, tout simplement. Et bon, c'est bien que... Et c'est pas nouveau, et ça continuera. Effectivement. Adèle, un petit mot peut-être la deuxième remarque est liée à la question, en fait. C'est-à-dire qu'un endroit exact, typique, où on voit la manière dont se trame en fait, la violence patriarcale et la violence envers les femmes, c'est par exemple les archives. Parce que les archives sont un endroit qui se donne comme objectif, avec un certain nombre de signes apparents d'autorité que vont être des tampons, des titres, des écritures à la machine, toute une chose qui font croire que c'est inné, en fait, que c'est essentiel aux situations, alors qu'en fait, elles sont aussi le fruit de décisions, de discours, de choix, etc. Et alors, c'est particulièrement le cas des archives psychiatriques qui justement nomment, on en revient à la question du nom, qui vont nommer et donc qui vont donner une vision toujours évidemment partiale, voire carrément mensongère en fait de l'individu, mais partielle ça suffit presque, c'est-à-dire parce que soumise à un certain nombre une archive est produite pour quelque chose, une archive est produite pour un internement, pour un procès verbal, pour un certificat de naissance, une archive a toujours une fonction, donc déjà inscrire l'individu dans une fonction, c'est en donner une vision partielle, donc absolument, je pense qu'effectivement, il faut avoir une méfiance vis-à-vis de l'objectivité des archives, et en particulier en ce qui concerne les archives psychiatriques, et en particulier quand elles concernent des femmes internées. Ça, c'est sûr. Et en revanche, peut-être une légère modulation à votre question, c'est que je ne crois pas avoir non plus trouvé une quelconque vérité dans les discours. Et c'est ça qui m'a intéressée finalement, c'est que moi, je suis chercheuse de formation, donc je cherchais l'objectivité du côté des documents
et pas des discours. Mais en fait, je trouve le même côté biaisé ou la même partialité et dans les discours et dans les documents. Je me rends compte que tout est discours, finalement, plutôt que la vérité que je ne trouve nulle part. Et pour ça, et on va écouter la dernière question de madame, et ensuite vous pourrez aller rejoindre Clotilde et Adèle dans le hall. Et ben, il y a les savoirs pour la vérité, les vérités, tout ça, en parler. Et je vous invite à aller continuer à profiter du festival. Je suis désolée de frustrer, mais c'est comme ça. Et on a des horaires à respecter. Moi, j'avais juste une petite question. D'abord, je tiens à vous remercier toutes les trois pour vos ouvrages. Alors, Irène Thierry, que j'ai étudié depuis déjà un moment, et puis vous deux, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous lire toutes les deux. Ma question portait sur la question du secret. Et c'est Jacques Lacan, je crois, qui a dit « Même révélé, un secret demeure toujours ». Et j'aurais aimé savoir, chacune d'entre vous, si on a le temps, ce que vous pensez de cette réflexion, parce que c'est une réflexion moi, que je connais depuis plusieurs années, depuis longtemps, mais qui demeure en moi et qui a vraiment émergé lors de la lecture du livre d'Adèle. Même révélé ? Oui, même révélé, un secret demeure toujours. Est-ce que ce ne serait pas une magnifique conclusion? Je pensais que ça serait effectivement une question. C'est très lacanien de terminer là-dessus. Absolument. Adèle, vous m'avez fait les gros yeux. Vite, il faut qu'on ait du temps. Non ou pas? Alors, la conclusion, allez-y, mesdames, chacune votre tour. Effectivement, j'ai pas de divan, mais sinon, ça aurait été marrant. Ouais. Allongez-vous. On en reparle plus tard, la prochaine séance. Est-ce qu'en le révélant, un secret demeure toujours? Et j'ai l'impression que c'est un peu la question qu'on abordait tout à l'heure quand même dans cette idée que en fait, enfin, moi j'ai toujours l'impression d'être sous le joug de ce secret de famille, c'est-à-dire que il y a c'est comme s'il y avait des degrés, mais enfin, je ne sais pas très bien par quelle boule prendre, et j'avoue que j'aimerais avoir une semaine pour y réfléchir. On parlait du poids d'ailleurs, le poids du secret de famille. C'est-à-dire à la fois il demeure. Enfin, là, ce que j'entends, c'est qu'il demeure parce que des personnes qui se sont construites avec ce secret-là, en fait, ne changeront jamais leur perception de la situation. Ça, c'est une évidence. Et je peux observer à l'œil nu le cerveau de ma grand-mère se reparamétrer après la lecture du livre de la même manière qu'il était avant, mais en l'intégrant totalement. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de rejet de greffe. Elle prend la greffe et puis elle se recompose pour que son récit soit le même. Donc, dans cette mesure-là, enfin, dans cette définition-là, je suis amplement d'accord, et je pense que ça va plus loin aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que, en fait, on l'ouvre un petit peu, mais il continue toujours à informer la famille, sa structure et la manière dont elle est construite, un degré à côté ou un degré plus loin quelque part. Clotilde, sur cette question-là, j'utilise effectivement la conclusion. En fait, je pense que à partir du moment où un sujet, voilà, le secret, même s'il est dévoilé, on sent d'une façon ou d'une autre, une façon différente peut-être, qu'on n'est toujours pas censé en parler. La structure psychique du secret demeure, en fait. Il y a toujours cette autorité, enfin l'aspect autoritaire du secret est toujours là et se réinvente et peut passer par voilà, d'autres réflexes. Après, moi, à l'inverse, quand j'ai lu l'intitulé de la conférence et que j'ai vu secret, je me suis demandé, moi, je reviendrais plutôt au sens vraiment premier du secret, qui est qu'à partir du moment où on dévoile quelque chose, et même quand on se le dévoile, on se le formule à soi-même, c'est déjà plus un secret. Mais bon, c'est toute la beauté du terme et toute sa polysémie. Irène? Non, moi, je voudrais insister sur un point en sociologue, c'est que, évidemment, chaque fois, il s'agit d'histoires intimes, extrêmement personnelles, uniques, et en même temps, nous vivons collectivement un moment dans lequel on ne dit pas moi. Souvent, d'ailleurs, il y a des gens un peu désagréables qui disent « Oh, tous ces romans, on parle de soi ». Non, il s'agit de dire « moi aussi ». Moi, je trouve que ça, c'est très important. En tout cas, pour moi, c'est très important. Ça veut dire que je ne me précipite pas avec mon gros ego pour parler de moi, mais pour participer à un nouveau récit collectif sur ce que nous vivons tous, sur ce qu'est notre vivre ensemble, notre société, etc. Et de ce point de vue-là, je trouve que parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé, ça permet de désadhérer de la situation traumatique dans laquelle on était pris quand on n'y était pas, quand on ne parlait pas. Désadhérer, c'est ça l'idée.
C'est-à-dire, au moins, quand on dit la honte change de camp, c'est-à-dire la honte, c'était l'adhérence qu'une situation vous avait imposée et dont vous n'arriviez pas à sortir, dont vous vous sentiez coupable, etc. Et donc, je trouve que là, il se passe quand même des choses très, très importantes et qui ont à voir, évidemment, avec l'émancipation des femmes. Adèle Yohn, bien sûr que si, on est en train de le créer ensemble. Clotilde, Adèle, Irène, merci beaucoup.